mois, Donald Trump arrive. Conférence en direct de Mar-a-Lago. Avec Peter. Merci. C'est une chose importante. Je suis très content que vous soyez là. Hier soir, tard, et en début de matinée aujourd'hui, selon mes instructions, les forces armées des États-Unis ont conduit une opération militaire extraordinaire dans la capitale du Venezuela. Une puissance très forte a été utilisée pour lancer un assaut spectaculaire, un assaut comme on n'en avait pas vu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il s'agissait de s'attaquer à une forteresse très sécurisée pour traduire en justice Nicolas Maduro. Ça a été un déploiement de force, de puissance et de compétences américaines extraordinaires, peut-être l'un des plus extraordinaires de l'histoire. Et il y a eu une attaque contre Soleimani, al-Baghdadi également. Il y a eu l'oblitération et la décimation des sites nucléaires iraniens que l'on peut citer. L'opération connue comme marteau de minuit. Toute opération exécutée, réalisée parfaitement. Aucune nation au monde ne pourrait faire ce qu'a fait l'Amérique hier dans des délais très courts. Toutes les capacités militaires du Venezuela ont été rendues impuissantes au moment où notre police et nos militaires ont capturé avec succès Maduro au milieu de la nuit. Il faisait sombre. Les lumières à Caracas ne fonctionnaient pas grâce à une certaine expertise dont nous disposons. Il faisait très sombre. Le coup a été mortel. Maduro a été capturé avec sa femme, Cilia Flores. Et tous deux, maintenant, vont être traduits devant la justice américaine. Maduro et Flores ont été mis en accusation devant le tribunal du district sud de New York pour complot de narcoterrorisme contre les États-Unis et leurs citoyens. Je tiens à remercier les hommes et les femmes de notre armée qui ont obtenu une réussite aussi spectaculaire avec précision, compétence. On a vu des choses qui ont moins bien fonctionné dans notre pays, qui sont en fait un embarras pour le pays. Pensez à l'Afghanistan, pensez au temps de Jimmy Carter. C'était une époque différente où notre pays était respecté. Ceci a été fait en coopération avec les forces de police américaines, les forces de l'ordre américaines, avec l'aide de navires qui étaient en mer, qui attendaient. On peut parler de ready position, mais en fait, ils ont été submergés. Ils sont devenus impuissants. Si vous aviez pu voir ce que j'ai vu hier soir, vous seriez impressionnés. Je ne sais pas si vous le verrez un jour, je ne pense pas. Mais cela a été vraiment très impressionné. Pas un Américain n'a été tué. Pas un élément quelconque de matériel américain n'a été perdu. Un grand nombre de personnes ont été impliquées dans cette attaque. Eh bien, aucun équipement militaire n'a été perdu, aucune personne n'a été tuée. Nous sommes les plus forts de toute la planète, avec des capacités et des compétences qui ne peuvent que faire peur à nos ennemis. Nous avons le meilleur équipement au monde. Et cela, vous pouvez le voir. Si vous considérez que nous avons supprimé 90% de la drogue qui vient par mer chaque
Nous nous sommes débarrassés de 97% de la drogue qui venait essentiellement d'un endroit appelé le Venezuela. Tant que nous pourrons assurer, et c'est ce que nous allons essayer de faire, une transition pacifique, nous allons essayer que quelqu'un puisse être mis en place. Il y a une situation que nous connaissons depuis des années, eh bien nous allons gérer le pays. Tant qu'il n'y aura pas de transition, tant que nous ne pourrons pas assurer une transition sûre et judicieuse. Et je parle de transition judicieuse car c'est de cela qu'il s'agit. Il faut liberté, paix et justice pour ce grand peuple vénézuélien. Il y a un certain nombre de Vénézuéliens qui vivent à l'heure actuelle aux États-Unis et qui souhaitent revenir dans leur pays, leur mère patrie. Nous ne pouvons pas prendre le risque que quelqu'un s'empare du Venezuela sans se soucier du bien de la population. Cela a duré trop longtemps. C'est une chose que nous ne pouvons pas permettre. Nous sommes là, maintenant. Est-ce que les gens ne comprennent pas? Mais ils vont le comprendre maintenant que je le dis. Nous allons rester aussi longtemps que la transition ne pourra être assurée. Donc, nous allons gérer le pays tant qu'il n'y aura pas de transition. Vous savez que ne faisaient rien de ce qu'ils auraient pu faire. Ils ont profité du pays. Nous allons maintenant faire en sorte que nos compagnies pétrolières américaines, les plus grandes du monde, se rendent sur place, réparent l'infrastructure en très mauvais état, je parle de l'infrastructure pétrolière, et commencent à gagner de l'argent pour le pays. Nous sommes prêts à mettre en place une seconde attaque beaucoup plus forte si nécessaire. Nous sommes donc prêts à envisager une seconde vague si nécessaire. Nous pensions du moins à l'origine, qu'une seconde vague, qu'une seconde phase serait peut-être nécessaire, mais la première attaque a été un tel succès que nous ne pensons pas qu'une seconde attaque soit nécessaire. Cette seconde attaque représenterait une phase, une vague beaucoup plus importante, beaucoup plus puissante, mais je pense qu'elle ne sera pas nécessaire. Le partenariat entre le Venezuela et les États-Unis est quelque chose qui intéresse tout le monde, car ce que nous sommes en mesure de faire permettra aux Vénézuéliens d'être riches, indépendants, en sécurité, et cela permettra à un grand nombre de Vénézuéliens vivant à l'heure actuelle aux États-Unis de dépasser la souffrance qu'ils ont connue. Ils ont énormément souffert. Maduro était à la tête de gangs de néo-trafiquants. C'est ainsi que de la drogue est entrée aux États-Unis. Et ainsi qu'il est dit dans la mise en accusation, il a supervisé les cartels que l'on appelait gangs des soleils, gangs des fleurs, qui sont responsables de la mort d'un très grand nombre d'Américains, de centaines de milliers d'Américains qui sont morts à cause de lui. Maduro et sa femme vont être traduits devant la justice américaine sur le sol américain. À l'heure actuelle, ils sont sur un navire qui va aborder à New York et une décision sera prise. Il faudra décider s'ils seront jugés à New York ou à Miami, en Floride. En tout cas, nous avons des preuves de leurs crimes. Ces preuves très importantes seront soumises au tribunal.
C'est tout à fait incroyable que quelque chose comme cela ait pu durer pendant des années après que son mandat ait expiré. Maduro est resté au pouvoir et il a mené une campagne de violence, de terreur contre les États-Unis d'Amérique, menaçant non seulement notre peuple, mais menaçant la stabilité de la région tout entière. Il a trafiqué des quantités énormes de drogue, mais il a infligé des souffrances inhumaines partout, notamment aux États-Unis. Maduro a permis à des gangs de terroriser les communautés américaines partout dans le pays, et au Colorado, ils ont coupé les doigts de gens qu'ils ont pris avec énormément de brutalité, donc plus les moins brutales maintenant. Et je tiens à féliciter nos forces armées, la garde nationale qui a fait un travail remarquable, non seulement à Washington, où nous avons maintenant une ville sécurisée, alors que Washington était des villes les moins sûres au monde. À l'heure actuelle, il n'y a plus aucune criminalité à Washington. Il y a quelques semaines, il y a eu une attaque terroriste, une menace un petit peu différente. Mais il n'y a pas eu de meurtre depuis des mois. In Washington, our capital, we don't have that anymore. La situation a complètement changé, les restaurants sont ouverts, les gens sont heureux, ils peuvent se promener dans la rue avec leurs enfants, leurs femmes, des restaurants ouvrent partout à Washington. Je tiens donc à remercier la garde nationale, nos militaires et les forces de l'ordre qui ont fait un travail remarquable. Il faudrait d'ailleurs intervenir dans d'autres villes comme cela. À Memphis, par exemple, Memphis, Tennessee, où la criminalité a baissé de 77%. Le gouverneur de Louisiane a appelé en personne pour nous demander de l'aider. Il en va de même en Louisiane, où nous sommes intervenus. Et je crois qu'après 2 semaines et demie à peu près, il n'y a plus de violence, pratiquement plus de violence, alors que cela ne fait que 2 semaines et demie que nous sommes présents. Comment imaginer que des gouverneurs nous demandent de l'aide? À Chicago également, la criminalité a baissé. Nous ne sommes pas intervenus de façon très importante, car le gouverneur est une catastrophe. Le maire est une catastrophe, il n'était pas possible de travailler avec eux. Nous allons nous retirer et puis lorsqu'ils auront besoin de nous, bien nous le saurons, vous le saurez. Même chose à Los Angeles, nous avons sauvé Los Angeles. La police a déclaré que si le gouvernement fédéral n'était pas intervenu, Los Angeles aurait été perdu. Bien longtemps après les incendies, avec toutes les émeutes, personne ne nous a remerciés. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas ce que nous demandons. Donc nous reviendrons si cela est nécessaire également. Mais nous avons fait un travail remarquable dans plusieurs villes. Mais je crois que ce dont nous sommes particulièrement fiers, c'est Washington, qui est la capitale du pays. Washington, c'était une des villes les moins sûres du pays. Les gangs qu'ils ont envoyés ont violé, torturé, tué des femmes et des enfants américains dans toutes les villes que je viens de citer. Ils étaient envoyés, ces gangs, par Maduro pour terroriser les Américains. Eh bien, plus jamais Maduro ne sera en mesure de menacer un citoyen américain ou vénézuélien. Il n'y aura plus de menaces. Pendant des années, j'ai parlé de ces Américains dont la vie qui avait été tuée par ces gangs, par ces bandes. Il y a un Américain, Jocelyn Nangari de Houston. Cette petite Jocelyn, c'est absolument épouvantable ce qui lui est arrivé. Ils ont kidnappé et tué comme des animaux. Ils ont tué Jocelyn et ils l'ont laissée pour morte
sous un pont. Un pont qui ne sera plus jamais le même pour un grand nombre de personnes qui savent ce qui s'est passé. Le régime de Maduro a vidé ses prisons et envoyé ses monstres les plus violents, les plus atroces en Amérique pour tuer des Américains. Ils venaient d'institutions psychiatriques, ils venaient de prisons. Et c'était des gens très hostiles, très violents, notamment ceux qui sortaient de prison. Ceux qui venaient d'instituts psychiatriques ne valaient guère mieux et nous avons reçu des gens qui venaient tant de prison que d'institutions psychiatriques. C'était des tueurs, des gens qui appartenaient à des gangs. Eh bien, cela est fini, puisque maintenant nous y avons mis un terme. En outre, le Venezuela a volé des actifs américains, du pétrole américain, des plateformes américaines, impliquant des milliards de dollars. Cela se passait il y a un certain temps de cela, mais aucun président n'a réagi. Ils ont pris tous nos biens, tous nos actifs. Et il n'y a jamais eu un président qui soit décidé à faire quelque chose. Il se disait, bon, tout cela se passe loin de chez nous. Nous avons créé l'industrie pétrolière américaine l'industrie pétrolière du Venezuela par nos efforts. Et le pétrole, il nous a été volé dans le cadre d'administrations précédentes. Ils ont utilisé la force. Et c'est un des vols les plus importants qui a été commis à notre rencontre et rien n'a été fait. Moi, j'aurais fait quelque chose si j'avais été là. Les Américains ne laisseront jamais les puissances étrangères nous voler ou nous repousser dans notre propre hémisphère, et c'est ce qu'ils ont fait. Le Venezuela accueillait également des adversaires étrangers dans notre région sous Maduro, avec des armes qu'ils ont d'ailleurs utilisées cette nuit, sans doute avec les gangs qui cherchent à rentrer et à traverser nos frontières. Tout cela en violation des principes essentiels de la politique étrangère américaine qui ont plus de 200 ans. Eh bien, ce n'est plus le cas maintenant. Tout ceci nous ramène à la doctrine Monroe. La doctrine Monroe qui est quelque chose de très important, mais nous l'avons très largement remplacée. Maintenant, on parle d'un document Monroe. C'est le document Monroe qu'on a un peu oublié, qui est pourtant très important. Eh bien, on ne l'oubliera plus. Dans le cadre de notre nouvelle stratégie, les Américains, la souveraineté américaine ne sera plus jamais mise en cause dans notre région. Pendant des dizaines d'années, les administrations américaines ont contribué à ces menaces sécuritaires pour l'hémisphère sud. Avec l'administration Trump, nous réaffirmons la puissance de l'Amérique dans notre région. Et notre région est bien différente de ce qu'elle était il y a quelque temps. Et nous l'avons fait lors de mon premier mandat. Nous avons fait des choses très importantes lors de mon premier mandat. Et tout le monde maintenant revient vers nous. Notre futur sera déterminé par notre capacité à protéger des territoires et des ressources qui concernent notre sécurité essentielle. Comme les droits de douane qui ont enrichi notre pays, qui ont renforcé notre sécurité nationale. Les choses vont rester comme cela. Nous allons sécuriser nos frontières, écraser les gangs, défendre nos citoyens contre toute menace étrangère ou nationale,
alors que certains présidents n'ont pas eu le courage ou n'ont pas eu ce qu'il fallait pour défendre l'Amérique. Nous ne laisserons pas ces gangs criminels opérer dans l'impunité. Cette opération doit servir d'avertissement à quiconque voudrait mettre en danger des vies américaines ou porter atteinte à notre souveraineté. L'embargo sur le pétrole vénézuélien reste en place. L'armada américaine reste en position et les exigences américaines devront être remplies et satisfaites. Le Venezuela doit comprendre que ce qui est arrivé à Maduro peut arriver à d'autres et leur arrivera s'ils ne font pas preuve de justice et d'équité, même à l'égard de leur peuple. La dictature de Maduro est terminée au Venezuela. Le peuple est libre. Enfin, ils ont attendu longtemps. L'Amérique est une nation plus sûre. Ce matin, le Venezuela est un pays plus fier, plus sûr, puisque cette horrible personne qui a fait de très mauvaises choses contre nous ne pourra plus jamais faire ce qu'il a fait. Et les États-Unis sont un pays beaucoup plus sûr. Je tiens donc à vous remercier tous de votre présence. Je tiens à remercier le général Rezankani, un homme tout à fait fantastique. J'ai travaillé avec un grand nombre de généraux. J'ai travaillé avec des gens que j'aime, des gens que je respecte, des gens très bons, mais lui, il est fantastique. Ce que j'ai vu hier soir, c'est une des attaques les plus précises que j'ai vues. Une attaque pour la justice. Je suis très fier de lui, je suis très fier de notre secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, à qui j'ai demandé de prononcer quelques mots. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Enfin, le commandant en chef et tout le respect que vous méritez. Comme vous l'avez dit, les mots ne suffisent pas à expliquer la bravoure et la précision de cette opération historique. Un raid massif qui a été exécuté parfaitement par les plus grands Américains que notre pays possède. Nous sommes les meilleurs au monde et ce sont les meilleurs dans notre pays. Ce que j'ai vu et ce que nous avons tous vu hier demander du courage. C'était une gloire pour nos guerriers américains. Et je dois dire que j'ai beaucoup de respect pour des hommes comme ça et je tire mon chapeau à Raising Kings, tous les Américains qui ont vu les choses hier. Ce sont les élites américaines et le président Trump les a soutenus. Aucun autre pays sur la planète n'aurait pu mener ce genre d'opération, même de loin. Et aucun autre président n'a fait montre d'un tel leadership, d'un tel courage et d'une telle résolution. C'est la combinaison la plus puissante que le monde ait jamais possédée. Comme l'a dit le président, nos adversaires comprennent que les Américains pourront utiliser leur volonté partout. Et la coordination et la précision et le bras de la justice américaine est longue et tout est là et à jouer au milieu de la nuit. Nicolas Maduro a eu sa chance, tout comme l'Iran a eu sa chance, mais ils ne l'ont pas saisi. Et ils ont vu ce qu'il en était. Le président Trump est extrêmement sérieux et veut mettre un terme à l'entrée du gang et de la violence dans notre pays et est très sérieux lorsqu'il parle d'arrêter l'entrée des drogues et des poisons dans notre pays et de nous restituer le pétrole qui nous a été volé et veut également mettre en place la domination des Américains dans l'hémisphère ouest. Et ceci concerne la sécurité, la liberté et la prospérité de la population américaine. Et ceci, c'est ce que l'on appelle l'Amérique en premier. Ceci, c'est la paix pour laquelle nous travaillons. Et les États-Unis et notre département est tout à fait fier d'avoir agi dans ce sens. En 2026, et avec la présidence de Donald Trump, l'Amérique est de retour. Et je voudrais maintenant donner la parole au président à Raising Cane qui va nous donner quelques détails sur cette opération.
Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Hier soir, sur l'ordre du président des États-Unis et en soutenant la requête du département de la justice, comme l'a dit le président, les militaires américains ont mené une opération à Caracas au Venezuela pour apporter la justice, pour amener devant la justice Nicolás Maduro. Cette opération que l'on appelle l'opération absolue a été précise, discrète et a été menée pendant la nuit du 2 janvier et après des mois et des mois d'exercice et seule l'armée américaine aurait pu faire cela. Et je voudrais maintenant vous donner quelques éléments de détail sans compromettre pour autant et dévoiler des éléments sur notre tactique et notre procédure. Il y a toujours une chance que nous ayons à refaire ce genre d'opération. Nous avons commencé à travailler il y a quelques mois et nous avons intégré des opérations maritimes, terrestres et aériennes et ces 20 dernières années ont permis à nos forces spéciales d'opérer dans ce genre de domaine. Et cette mission exigeait que tous les éléments de nos forces armées soient prêtes, que ce soit les soldats, les marins ou les pilotes qui ont travaillé avec nos partenaires des agences de renseignement et des forces de l'ordre dans le cadre d'une opération sans précédent. Nous avons utilisé toutes nos capacités et nos années d'expérience pour mettre un terme au terrorisme. Et cette mission n'aurait pas été possible sans le travail extraordinaire de différentes agences de renseignement, y compris la CIA, la NSA et NGA. Nous avons regardé, nous avons attendu, nous avons préparé, nous sommes restés très patients, très professionnels. Et cette mission a été préparée de manière très méticuleuse en tirant des leçons de décennies de missions au cours de ces dernières années, des décennies de nombreuses missions. C'était donc une opération audacieuse que seuls les États-Unis pouvaient mener et qui exigeait une précision extrême et l'intégration de toutes nos forces armées. Et le terme intégration n'explique pas non plus la complexité d'une telle mission. Une extraction si précise qu'il a fallu des avions en coordination étroite avec toutes nos forces. Et tout était mis en place en temps voulu dans un seul objectif, avoir les forces à Caracas tout en maintenant cet élément de surprise tactique. L'échec d'une seule composante ou d'un seul élément de la machine aurait mis en danger la totalité de l'opération. Et l'échec n'est pas une option pour les forces conjointes américaines. Et ceux qui étaient au-dessus de Caracas dans les airs hier soir étaient prêts à donner leur vie pour ceux qui étaient sur terre à Caracas et ceux qui étaient dans les hélicoptères. Je vais vous parler de nos opérations. Pendant des mois et des mois, nous avons travaillé pour localiser Maduro et comprendre comment il se déplaçait, où est-ce qu'il vivait, où est-ce qu'il se rendait, ce qu'il mangeait, ce qu'il portait, quels étaient ses animaux. Et nos animaux, début décembre, nos forces étaient prêtes après toute une série d'événements alignés. Nous avons choisi la bonne journée pour minimiser les dégâts qui pourraient être infligés aux civils et minimiser également le mal qui pourrait être fait au personnel, de façon à ce que Maduro puisse être traduit en justice. Et comme le président l'a dit un peu plus tôt, le temps est toujours bon à cette période de l'année à Caracas et les militaires américains étaient prêts et attendaient patiemment que les éléments soient prêts et que le président lance l'ordre de lancer l'action. Et hier soir, seuls les aviateurs les plus compétents au monde auraient pu manœuvrer une telle opération. Lorsque une mission est donnée à notre organisation, cette organisation va jusqu'au bout. À 10h46, le président a demandé aux militaires américains d'entamer la mission. Et il nous a dit, et nous vous remercions, Monsieur le Président, il nous a dit « bonne chance et que Dieu vous guide ». Et ces mots ont été relayés à l'ensemble des forces armées. Au cours de la nuit,
les avions ont commencé à lancer cette mission depuis 20 lieux différents sur la terre et dans les airs, et 140 bombardiers, avions de reconnaissance, de surveillance ont été utilisés hier. Des milliers et des milliers d'heures d'expérience nous ont permis d'avancer. Les plus jeunes avaient 20 ans et les plus âgés avaient 49 ans parmi nos soldats. Et ils ont utilisé toute la puissance de nos forces armées, et les hélicoptères ont utilisé composés de forces de l'ordre, ont commencé à voler à 150 pieds au-dessus de l'eau vers le Venezuela et de s'approcher des rives vénézuéliennes. Et les États-Unis ont commencé à mettre en place et à utiliser différentes agences pour créer le chemin et ouvrir les voies. Et ces forces ont été protégées des avions et étaient protégées par des avions et par la marine des États-Unis et par les forces aériennes et la garde nationale. Et cette force comprenait des F-22, des F-35, des F-18, des EA-18, des E-2, des bombardiers B-1 et d'autres avions de soutien, y compris d'autres drones qui ont été pilotés et très nombreux. En s'approchant de Caracas, toute cette composante aérienne a commencé à se répartir et à détruire le système de défense vénézuélien pour pouvoir entrer dans les territoires. L'objectif de notre composante aérienne était et sera toujours de protéger les hélicoptères et les forces terrestres et de les amener à atteindre leurs cibles et de les ramener en sécurité à la maison. Et alors qu'ils arrivaient sur les derniers lieux, là où ils s'étaient cachés, nous pensions que nous avons vraiment maintenu cet élément de surprise, et cette force est allée vers son objectif, et nous sommes arrivés sur la résidence de Maduro à 1h du matin ou 2h heure de Caracas, et ces forces d'appréhension est descendue dans la résidence de Maduro très rapidement, avec précision et discipline, se dirigeant vers son objectif et à isoler les lieux pour assurer la sécurité des forces terrestres tout en appréhendant la personne de Maduro. En arrivant sur la cible, les hélicoptères ont reçu que des tirs ont été lancés contre les hélicoptères qui ont répliqué. Un de nos pilotes a été touché, mais comme l'a dit le président aujourd'hui, tous nos avions sont retournés chez nous et ces avions ont pu continuer leur mission. Alors que l'opération se déroule, les équipes sur terre ont donné des informations en temps réel aux forces pour leur permettre de naviguer dans l'environnement complexe sans prendre trop de risques. Les forces sont restées protégées par l'aviation tactique, et Maduro ainsi que sa femme, tous les deux accusés, ont été pris sous la garde du département de la justice grâce à nos militaires extraordinaires, et ceci a été fait avec professionnalisme et précision, sans perte de vie américaine. Après avoir sécurisé les personnes accusées, les hélicoptères étaient prêts à décoller, et les forces d'extraction et les bombardiers et les autres forces aériennes ont apporté tout leur soutien. Il y avait beaucoup d'engagement, de défense, et les forces ont commencé petit peu à se retirer du Venezuela tout en étant soutenues par toutes nos forces. Et ces forces ont été extradées, sont revenues à leur base de lancement, et les forces étaient au-dessus de l'eau à 3h29 heure de l'Ouest avec les personnes accusées à bord. Et Maduro et sa femme ont été embarqués sur le Iwo Jima des États-Unis. Et pour conclure, ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est une démonstration très puissante des forces conjointes américaines, et nous remercions, et nous avons réfléchi, nous avons développé, nous avons formé, nous avons briefé, débriefé, et nous nous sommes entraînés et réentraînés pour que, non pas pour que les choses fonctionnent bien simplement, mais pour nous assurer que rien ne pourrait échouer. Notre tâche de pouvoir intégrer, de pouvoir de combat intégré est telle que lorsque l'ordre arrive, nous pouvons lancer nos forces sur le lieu choisi et à l'heure choisie, n'importe où dans le monde. Je suis extrêmement fier aujourd'hui de nos forces conjointes, et je suis plein de gratitude ici de le représenter aujourd'hui. Il n'y a pas de mission trop difficile pour ces professionnels incroyables, et
pour leurs familles, les familles qui les ont soutenues. Et ce matin, nos forces armées sont restées dans la région, prêtes, préparées à utiliser leur pouvoir et à se défendre et à défendre nos intérêts dans la région. Cette opération montre le dévouement et l'engagement qui est le nôtre envers la justice pour que ceux qui menacent la paix et la stabilité soient traduits en justice. Et pour conclure, je voudrais exprimer toute ma gratitude à ces hommes et ces femmes braves qui ont exécuté cette mission, leur courage et leur engagement total envers notre nation, ce qui fait de nous cette nation forte. Merci, Monsieur le Président. Bien, je n'ai pas beaucoup à ajouter à ce qui a été dit, si ce n'est ce qui vient. Nicolás Maduro a été accusé en 2020 aux États-Unis. Il n'est pas le président légitime des États-Unis. Ce n'est pas nous qui le disons. La première administration de Trump, l'administration de Biden, personne ne l'a reconnu. Il n'est pas reconnu par l'Union européenne et par de nombreux pays à travers le monde. C'est un fugitif de la justice américaine avec donc une mise au-dessus avec 50 millions de dollars promis pour l'arrêter. Sa tête étant mise à prix. Ne le dites pas, ce n'est pas la peine qu'on le sache. Mais je voulais vous dire que Nicolás Maduro a eu de nombreuses opportunités d'éviter cela. On lui a offert des portes de sortie et des offres très généreuses à maintes reprises. Et il disait toujours non. Il a choisi de ne pas aller dans ce sens et vous avez vu le résultat ce soir. L'autre message est le suivant. Si vous avez quelqu'un, comme beaucoup d'autres personnes qui est dans le monde, qui décide qui va inviter quelqu'un l'Iran dans son pays, qui va confisquer les sociétés américaines, sociétés pétrolières et qui envoie la drogue dans notre pays, qui peut prendre des otages et jouer avec eux comme il l'a fait sous l'administration Biden. Et il aime jouer à ce jeu. Et j'espère que maintenant les gens ont compris que nous avons un président, le 47e des États-Unis, qui n'est pas là pour jouer. Lorsqu'il vous dit qu'il va faire quelque chose et qu'il vous dit qu'il va gérer le problème, c'est ce qu'il va faire. Et je peux vous le dire, maintenant, ça fait des années. Vous entendez des gens dire « je vais faire ceci, je vais faire cela quand je serai au pouvoir ». Là, nous avons aujourd'hui un président qui est axé sur l'action. Je ne sais pas comment on ne peut pas le voir. Et si vous ne le saviez pas, vous l'avez vu maintenant. C'est ainsi que les choses vont se passer maintenant. Ce n'est pas un président qui fait des conférences de presse, qui parle simplement. S'il dit quelque chose, il est sérieux. C'est ce qu'il entend faire. Et c'est quelque chose qui était une menace directe contre les intérêts des États-Unis. Et le président s'est penché là-dessus. C'est un président pour la paix. Comme je vous l'ai dit, il a eu la possibilité d'ouvrir des portes de sortie, Maduro. Et il a préféré jouer aux grands, aux musclés. Et maintenant, c'est lui qui est confronté à des problèmes. Mais je pense que le message est un message pour le monde entier. Le président n'est pas là pour chercher à se battre avec les gens. Il veut s'entendre avec tout le monde, en fait. Il veut rencontrer tout le monde, parler à tout le monde, mais ne jouez pas ce genre de jeu avec ce président tant qu'il est là, parce que les résultats ne seront pas bons. Et j'espère et je suppose que c'est une leçon dont on tirera des enseignements, la leçon de la nuit dernière. Monsieur le Président. Est-ce que vous avez dit que ce n'est pas les États-Unis qui vont gérer les États-Unis? Qui a le pouvoir maintenant? Nous allons gérer avec un groupe et nous allons faire en sorte que ce soit géré correctement. Nous allons reconstruire l'infrastructure pétrolière qui coûtera des milliards de dollars, qui sera payée directement par les entreprises pétrolières. Et elles seront remboursées pour ce qu'elles font. Et nous allons faire en sorte que le pétrole aille où il devait aller. Et nous allons gérer les choses correctement et nous assurer que la population vénézuélienne, que l'on s'en occupe et que les gens qui ont été forcés à quitter le Venezuela par cet horrible personnage pourront également être traités comme elles le méritent. Est-ce que vous voulez dire qu'il y aurait des troupes américaines sur le terrain? Comment est-ce que ça va se passer? Puisque vous disiez qu'il n'y aura pas de bots sur le terrain. Bien, nous n'avons pas peur d'avoir des hommes sur le terrain. Nous l'avons fait hier, lorsque cela est nécessaire. Nous l'avons fait à très haut niveau hier. Nous allons nous assurer que ce pays soit géré correctement. Nous ne voulons pas faire cela en vain. C'est une attaque extrêmement dangereuse, une attaque qui aurait pu mal se terminer. On aurait pu perdre beaucoup de gens, beaucoup de vies hier. Nous aurions pu perdre notre dignité, nos équipements. Les équipements sont moins importants, bien sûr, mais nous aurions pu perdre beaucoup. Mais nous allons nous assurer que
Maintenant, tout est sur la bonne voie. Nous allons donc gérer le pays correctement. Il sera géré de manière judicieuse et équitable. Et nous allons donner de l'argent à beaucoup de personnes. Nous allons rembourser les personnes dont on a profité. Nous allons nous occuper de tout le monde. Et il est très important parce qu'ils nous ont volé notre pétrole. Nous avons construit cette industrie pétrolière et ils nous l'ont repris comme si nous n'existions pas. Nous avions un président qui n'a pas décidé de faire quoi que ce soit à ce propos. Nous avons fait quelque chose un peu tard. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu le mécanisme pour gérer le pays? C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Nous sommes en train de nommer des personnes. Nous parlons à différentes personnes. Nous avons choisi différentes personnes et nous vous ferons savoir qui sont ces personnes. Qui sont les personnes qui vont gérer le Venezuela? Bien, pendant une période de temps, ce sera essentiellement les gens qui sont derrière moi. Nous allons gérer le pays, nous allons ramener le pays comme c'était un pays mort. Il y a 18 mois, nous étions un pays mort. Maintenant, nous sommes le pays qui attire le plus dans le monde. Nous sommes le pays qui réussit le mieux dans le monde. Et ceci demande un bon leadership. Et le Venezuela, il y a beaucoup de personnes mauvaises là-bas, des gens qui n'auraient pas dû diriger le pays. Nous n'allons pas leur donner la possibilité de prendre la place de Maduro. Et il y a également des personnes extraordinaires, y compris sur le plan militaire. Donc nous aurons des gens que nous allons mettre en place et qui vont gérer le pays jusqu'à ce que l'on puisse redonner la possibilité aux Vénézuéliens de se gouverner. Et cela permettra également de rembourser les Américains qui ont été forcés de quitter le Venezuela. Vous avez dit également que vous n'allez pas que soutenir Machado et vous avez également dit que vous avez parlé du vice-président de Venezuela. Est-ce que vous allez travailler avec le vice-président de Venezuela? Comment est-ce que vous voyez cela? Elle a été choisie par Maduro, c'est la vice-présidente, et Maduro nous allons travailler, lui parler et travailler avec elle, et elle fera, je pense, ce qui est nécessaire pour que le Venezuela devienne à nouveau une grande nation. Monsieur le Président, Gustavo Petro a dit qu'il va garder l'œil là-dessus, et aujourd'hui, il a dit qu'il n'a pas peur de ce qui pourrait lui arriver après cette opération. Quel est votre message? Il y a des usines de fabrication de cocaïne dans ce pays, mais il fabrique de la cocaïne pour l'envoyer aux États-Unis. Donc il faut qu'il fasse attention à ce qu'il fait lui aussi. Est-ce que vous avez averti des membres du Congrès en avance? Monsieur le secrétaire, vous vouliez en parler peut-être? Nous les avons avertis juste après parce que nous ne sommes pas censés les avertir en amont, mais nous avons surveillé nuit après nuit quand nous pourrions y aller. Il ne s'agit pas du type de mission où vous pouvez avertir un certain nombre de personnes 10-15 jours à l'avance. Mais ce qu'il y a ici, ce qui est essentiel, c'est que nous avons appréhendé 2 personnes qui fuyaient la justice américaine et nous avons été capables de les ramener devant le département de justice. Mais il ne s'agit pas du type de mission dont vous pouvez avertir le public ou des dignitaires parce que cela met en danger la mission. Et je souhaiterais ajouter quelque chose. Il y avait un risque de fuite que l'on connaît au Congrès. Cela n'aurait pas été bon et cela aurait profondément modifié le résultat. Mais je dois dire qu'ils devaient se douter que cela allait se produire. Ils l'ont vu venir. Ils devaient s'en douter. Mais le Congrès a tendance aux fuites et on ne veut pas de fuite. Vous avez été l'une des seules personnes à regarder en direct ce qui se passait. Que faisait Maduro lorsque les forces américaines sont arrivées? Et est-ce que les États-Unis ont envisagé la possibilité, s'ils résistaient, de le tuer? Oui, cela aurait pu se produire. Il s'agissait de faire de la résidence une zone sûre, parce que nous sommes allés si vite que nous les avons pris par surprise. Il y a eu beaucoup d'opposition. On se demande si on l'a pris par surprise. Il y a eu de la surprise, mais en même temps, ils s'y attendaient. Il y a eu beaucoup de tirs qui ont été échangés, comme cela
a été dit, mais il essayait de se rendre vers un endroit plus sûr, mais qui n'était plus sûr parce que nous l'avions trouvé. Et cela a pris quelques secondes, peu importe l'endroit où il se trouvait, mais il n'a pas réussi à rejoindre cet endroit sûr. Enfin, il a passé la porte, mais il a été incapable de la fermer, en fait. Où est Maduro? Eh bien, ce que je peux vous dire, c'est que dans un futur très proche, il va arriver à New York. Et où sera-t-il à New York? Cela dépendra de ceux qui sont chargés de prendre cette décision. Monsieur le Président, les États-Unis ont une histoire avec les dictateurs, ils en ont hébergé parfois. De quoi s'agit-il ici? Non, ici, la situation est tout à fait différente. Ce qu'il se passe, c'est que nous gagnons souvent. Regardez al-Baghdadi, pardon, l'opération Midnight Hammer. En général, nous obtenons les résultats que nous voulons s'il y a la paix au Moyen-Orient. C'est aussi grâce à nos opérations. Sans cette opération, il n'y aurait pas de paix au Moyen-Orient. Donc, nous avons beaucoup de victoires à notre actif. C'est ça qu'il convient de dire. Monsieur le Président, pour combien de temps les États-Unis vont-ils, à votre avis, diriger le Venezuela et quelles sont les prochaines étapes? J'aimerais que cela aille vite, mais il faut du temps pour reconstruire ce pays, des infrastructures qui soient fonctionnelles. La situation est très dangereuse. C'est un territoire ravagé. Le pétrole est un secteur dangereux. L'extraction est dangereuse. Elle menace de tuer beaucoup de personnes. L'infrastructure est vétuste, en mauvais état. Et les derniers travaux datent d'il y a 25 ans, donc il faut la remplacer. Et nous allons aussi débourser beaucoup d'argent de façon à pouvoir prendre soin de ce pays. Monsieur le Président, il y a des intérêts russes et chinois au Venezuela. Comment est-ce que cela va influer sur votre relation avec ces deux pays? Eh bien, en ce qui concerne la Russie, nous allons régler les choses, mais lorsque nos intérêts sont menacés, lorsque l'on vole notre pétrole, nous n'allons pas reculer. Il pourrait y avoir beaucoup plus de production, mais l'infrastructure est en mauvais état et nous allons vendre beaucoup de pétrole à beaucoup de pays, des pays qui d'ailleurs l'achètent déjà, mais il y en aura beaucoup plus qui sera extrait. Monsieur le Président, merci. Quel message adressez-vous aux Vénézuéliens aujourd'hui, les civils, la population civile qui doit avoir beaucoup de questions? Quel message? Vous allez connaître la paix, la prospérité, avoir accès à beaucoup des richesses que vous auriez dû avoir depuis bien longtemps. Vous allez connaître la paix, la sécurité, la justice. Vous allez enfin jouir d'un pays, un vrai pays, potentiellement un très grand pays. Il y a 20 ans, peut-être un peu plus, c'était un pays formidable qui a été détruit. Je l'ai dit que si nous perdions ces élections, les États-Unis seraient devenus le Venezuela sous stéroïdes. Et si nous avions perdu l'élection de 2024, nous aurions connu beaucoup de souffrances parce que tout ce qu'a fait l'administration Biden depuis 2020 dans notre pays est synonyme de beaucoup de souffrances. Il ne faut pas l'oublier et nous nous trouverions sans doute là où en est le Venezuela aujourd'hui. Donc, je l'avais dit, nous serions le Venezuela sous stéroïdes et c'est ce qui se serait passé. Est-ce que vous dites que le secrétaire Rubio, le secrétaire Hegseth vont diriger le Venezuela? Ce que je dis, c'est qu'ils vont travailler avec les Vénézuéliens pour en faire un pays qui soit correctement dirigé. Parce qu'aujourd'hui, il y a un vide. Qui va prendre le relais? La vice-présidente a été nommée par Maduro. Il y a eu une conversation avec Marco il y a quelque temps de la part de l'opposition vénézuélienne, mais ce qui en est ressorti, c'est qu'ils ne peuvent pas juste laisser le pays en l'état, partir comme l'aurait fait Maduro, mais ce qui est clair, c'est qu'il n'y a zéro risque pour que Maduro revienne. Nous allons diriger ce pays correctement, nous allons investir des milliards et des milliards de dollars, récupérer ces investissements au Venezuela et ceux qui en bénéficieront le plus seront les Vénézuéliens.
Et je ne peux pas le répéter assez. Ceux qui ont fui le Venezuela et qui sont aujourd'hui aux États-Unis, certains veulent sans doute rentrer dans leur pays, même si certains veulent rentrer. Maintenant, ce sera possible. Aujourd'hui, ils sont très bien protégés parce que nous leur laissons savoir personne ne pourra s'en prendre à ces personnes. Est-ce que vous pensez qu'il y a des éléments du régime Maduro qui vont rester en place? Nous savons qui ils sont et ils se comportent très différemment du comportement qu'ils auraient eu il y a 2 jours. Derrière vous, s'il vous plaît. Est-ce que diriger un pays en Amérique du Sud est fidèle à faire passer les États-Unis en premier? Oui, en fait, parce que nous souhaitons nous entourer de stabilité, des ressources qu'il y a dans ce pays. Il faut la stabilité pour protéger ces ressources, parce que cela est bon pour le monde et nous devons nous assurer d'être en mesure de protéger ce pays. Qu'avez-vous à dire au sujet de Cuba? Cuba est un sujet intéressant. Le pays ne s'en sort pas très bien. Le peuple là-bas souffre depuis de nombreuses années et je pense que le sujet de Cuba reviendra parce qu'il s'agit d'un pays qui est en échec, un pays en faillite. C'est très grave et c'est en fait assez similaire. Nous voulons aider les personnes qui vivent à Cuba et les aider à retrouver une belle vie. Marco, tu veux ajouter quelque chose peut-être? Je l'ai dit il y a quelques minutes, mais il y a eu des déclarations du président, il faut les prendre au sérieux. Cuba est un désastre. L'économie s'effondre, elle ne fonctionne absolument pas. Et tous ceux qui protégeaient Maduro au Venezuela, d'ailleurs, n'ont pas été si efficaces parce que cette île a été capable aussi de prendre le contrôle du Venezuela à un moment. Donc si je faisais partie du gouvernement de Cuba à l'heure actuelle ou du Venezuela, je m'inquiéterais, oui. Il a été annoncé il y a plusieurs semaines que tout ce qui fait l'objet d'une sanction ne peut plus rentrer. La réponse est oui. Est-ce que les États-Unis savent où se trouve la leader d'opposition Machado et sont-ils entrés en contact avec elle? Non, pas pour le moment. Monsieur le Président, lundi, ce serait très difficile d'être la dirigeante de ce pays. C'est une question de qui la respecte dans ce pays. S'il y a une administration de votre part au Venezuela pendant des années, eh bien cela ne nous coûtera rien parce qu'il y aura de gros revenus issus du sol, donc cela ne nous coûtera rien. Nous voulons la sécurité, nous voulons être entourés par des pays qui n'abritent pas nos ennemis du monde entier, c'est ce que nous souhaitons. Mais ce que nous allons faire, c'est de reconstruire ce pays et l'argent que nous dépenserons sera aussi compensé par les bénéfices que nous y ferons. Beaucoup d'argent viendra du sol. Nous serons donc remboursés pour l'argent que nous investirons. Donc, il va s'agir Eh bien, en fait, la soirée d'hier était absolument essentielle parce que ça signifie que nous allons être entourés par des pays sûrs, des pays en sécurité. Et nous avons ici de l'énergie qui est de la véritable énergie où il n'y a pas d'extraction de 4 ou 5% des ressources. C'est ce qui était un désastre. Donc ce qui va se produire au Venezuela dans les prochains mois, dans l'année qui arrive, va être formidable et ce sont les Vénézuéliens qui vont en bénéficier en premier lieu. Monsieur le Président, à quand remonte la dernière fois que vous avez adressé la parole au président Maduro? Bien, je ne veux pas rentrer dans ces détails de nos échanges, mais la dernière fois que je lui ai parlé, ce que j'ai pu lui dire, c'est « il faut vous rendre ». Et je pensais en fait qu'il était sur le point de le faire, mais maintenant l'histoire est bien différente. Vous avez dit que Maduro était responsable de trafic de drogue. Est-ce que vous pouvez donner un peu plus de détails sur cette situation?
Eh bien, j'ai décidé de soutenir ceux qui gagnent les élections. Véritablement, je l'ai fait au Chili, je l'ai fait en Argentine. Et l'idée est la suivante. C'est aussi simple que cela. Ces personnes ont été traitées comme l'administration Biden a traité l'administration Trump. Et ce dirigeant légitime a été persécuté, même s'il était en dehors du pays. Il s'est produit beaucoup d'événements regrettables. Et ici, on voit que le peuple approuve ce que j'ai fait pour une raison très simple, c'est que le parti au pouvoir l'a dit, cet homme avait été maltraité. Je l'ai dit très rapidement aux personnes qui se tiennent derrière moi et qui ont eu le sentiment que cet homme a été très maltraité et persécuté. Vous avez parlé de troupes au sol. Est-ce que vous envisagez une présence militaire américaine au Venezuela? Maintenant, oui, en ce qui concerne le pétrole, pour protéger ses ressources, il faut notre pétrole. Mais nous allons extraire des richesses formidables du sol, des richesses qui seront rendues aux Vénézuéliens, aussi à des personnes hors du pays et qui reviendront aussi aux États-Unis sous forme de remboursement pour les dommages causés par ce pays. Je tiens donc à tous vous remercier. Une dernière question. Vous avez été charmant, donc je vous donne la dernière question. Donc, dernière question. Il s'agit du président Poutine. Vous avez échangé avec lui lundi. Avez-vous parlé de Maduro? Non, nous n'avons jamais parlé de Maduro. Est-ce que vous lui en voulez? Je ne suis pas ravi de ce que fait Poutine à l'heure actuelle. Il tue beaucoup de gens. J'ai parlé des 8,25 des 8 guerres que j'ai arrêtées. J'ai réussi à arrêter celle entre la Thaïlande et le Cambodge en quelques heures. Donc je considère que c'est un quart de guerre. J'ai donc arrêté 8 guerres et quart. Mais après quelques heures d'affrontement, ils sont revenus à la paix. Et je pense que je pensais que l'une des résolutions les plus faciles serait celle de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Les deux pays se sont rendus coupables d'actes assez répréhensibles. Mais ici, je veux être clair. Au cours du dernier mois, 30 000, et au mois précédent, 27 000 soldats ont été tués. 30 000 soldats, je n'en dirai donc pas plus. Et je l'ai dit à l'OTAN, il faut payer ces 5% au lieu des 2%. Nous avons envoyé beaucoup de munitions, de missiles, nous avons beaucoup participé. Les États-Unis ne perdent pas d'argent à l'heure actuelle et gagnent peut-être même de l'argent, mais ce que je veux, c'est de mettre fin à ces affrontements. Nous perdons par mois 25 à 30 000 hommes qui viennent de différents endroits et si je peux y mettre fin, puisque c'est quelque chose à quoi je suis assez bon, obtenir des accords. Si je peux mettre fin à cette guerre, mettre fin à la mort mensuelle de 30 000 jeunes, puis les personnes qui sont tuées à Kiev, dans d'autres villes, même si les chiffres sont moins importants, ils sont tués de façon vicieuse. Je ne suis pas satisfait. Je pensais que nous trouverions une solution rapidement. L'émissaire Witkoff est ici. Je pense que nous avançons, mais c'est une guerre qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Si j'avais été président, cela n'aurait jamais eu lieu. Poutine le dit, tout le monde le dit. Si j'avais été président, elle n'aurait jamais eu lieu. Mais j'ai hérité de cette guerre qui concernait Joe Biden, Zelensky et Poutine. Je suis arrivé dans cette situation, un véritable bazar. Et écoutez-moi bien, j'ai regardé une opération la nuit dernière qui était si précise, si brillante, véritablement incroyable. Si nous avions des personnes comme le général qui se tient à mes côtés et nos gars dans cette guerre, je peux vous dire qu'elle n'aurait jamais duré aussi longtemps. Pour utiliser un autre terme, cette guerre est devenue un bain de sang auquel nous souhaitons mettre fin. Je vous remercie.